Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci pour la fidélité. Saisine de 3 citoyens en vue de la suppression du système de parrainage pour les candidats à la présidentielle de 2021. Incapacité déclarée de la Cour d'Ogbenon à trancher du litige. Vous l'avez suivi, la décision continue, hélas, de susciter moult réactions après les prises de position de l'un des récurrents, en la personne de Nouroudine Saka-Saleh, que vous avez eu sans doute le bonheur de suivre sur ce plateau. Le numéro du jour, mesdames, messieurs, de votre émission débat voudrait s'attarder sur le sujet à travers le regard croisé d'un juriste et d'un politique. Ce sera autour du thème parrainage et incapacité annoncée de la Cour d'Ogbenon d'arbitrer. Quelle implication juridico-politique? Le débat, c'est tout de suite et maintenant déjà sur ce plateau. Landry Angelo Adelacon, juriste, il est consultant en droits humains, chargé par ailleurs de formation au Centre de formation en mécanisme de protection des droits humains. Landry Angelo Adelacon, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs, peut-être aussi de Sika TV. Il faut répondre à leur façon. Merci donc pour la disponibilité. En face de vous, il n'est non plus à présenter. Il y a peu, vous étiez ensemble, Landry Angelo Adelacon. Il s'agit de Georges Anagono, socio-anthropologue apparenté bière. Il a accepté donc de nous accompagner durant ces 45 minutes de débat. Georges Anagono, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs, heureuse année à vous. Et beaucoup plus encore de promotion, beaucoup plus d'ardeur pour faire ce que vous faites, merci. Vous et votre équipe. Et merci aux auditeurs, aux internautes qui souvent nous suivent et qui font des commentaires. Je pense que c'est une bonne guerre. Nous devons ainsi accepter les critiques et accepter les félicitations aussi pour faire avancer la République. Le plus important pour nous, c'est de venir ici, donner notre point de vue par rapport à un problème. Si ça peut éclairer les populations, tant mieux. Merci, merci pour la disponibilité et l'engagement. Et oui, mesdames, messieurs, depuis le 7 janvier, date qui aura retenu l'attention du monde entier au sujet du Capitole. Enjeu démocratique. Au Bénin, un autre enjeu démocratique se jouait. C'était autour de cette question combien lancinante de parrainage. La Cour a fini par trancher 2 mois après. Je me retourne d'abord vers le politique. C'était une attente longue pour vous? Non, vous savez, lorsque des questions sont d'actualité, les questions sont brûlantes, je pense que les spécialistes, les animateurs de la Cour constitutionnelle donnent le timing qu'il faut pour pouvoir aborder ces questions-là. Et moi, j'ai dit, la Cour étant un organe de régulation de notre vie et se doit d'aborder les questions épineuses, des questions qui peuvent par moments bloquer et le fonctionnement de la République. Et tandis que les questions dont nous parlons, les sujets qui sont portés devant la Cour ont trait aux élections présidentielles qui avancent à grands pas, il était normal que la Cour puisse trouver le timing nécessaire pour pouvoir apporter les réponses qu'il faut. Et les réponses que la Cour amène devraient nous permettre de nous apaiser, d'apaiser tout le monde et de savoir que la Bible que nous nous sommes donnée, c'est la Constitution de la République du Bénin. Et donc, pour moi, oui, la réponse est venue, le jugement de la Cour est venu quand ça devait être là. Comme ça, chacun saura à quoi s'en tenir. Nous allons nous faire face maintenant aux élections présidentielles et laisser les petites questions de querelle, les laisser de côté. Ça devrait permettre à chacun d'affûter ses armes. Vous avez sorti un mot important là. Ce fut apaisant pour vous? Oui, moi je pense que, vous savez, les fétiches que nous nous sommes donnés, ce fétiche-là, il est important que lorsque les réponses que les fétiches donnent aux mots que nous avons puissent nous permettre d'avoir satisfaction, voyez-vous. Mais je ne dis pas que la réponse devait faire l'unanimité. Loin de moi, cette idée-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. C'est pas que ça apporte l'unanimité, mais ça permet à chacun de savoir à quoi s'en tenir. À partir du moment où c'est cela, eh bien, nous devons avancer par rapport à la vie en société. Cette société qui est la nôtre, nous n'en avons pas une autre. Nous avons la société béninoise qui est la nôtre. S'il y a, voilà, parfois des actions qui nous permettent de nous sentir à l'aise dans cette société ou que la majorité se sente à l'aise, même celui qui conteste un jugement donné est aussi dans son droit et c'est dans la contestation là qu'il se sent à l'aise. Donc pour moi, le jugement qui est tombé est un jugement de la plus haute instance dans notre pays et pourquoi pas, ça devrait aller.
Ça devrait aller, oui. Angelo Adela, comme je le disais, pour certains, ce fut une longue attente. Alors, par rapport à la période, en tout cas, votre vis-à-vis croit savoir que c'est le bon timing, sans doute, pour les sages de la Cour. Ce fut une attente longue pour vous? Je pense que pour qui connaît un peu comment ça se passe au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une longue attente. Ce n'est pas une longue attente parce que lorsque la Cour elle est saisie, il y a quand même un délai pour faire un certain nombre de travail. Et lorsque vous introduisez votre requête devant la Cour, et actuellement avec les réformes qui ont été opérées en 2018, même si il y a eu peut-être aussi des discussions autour, et les dossiers sont affectés à différentes chambres de mise en l'état. Et c'est alors que l'on vous convoque et puis l'on vous entend, et chaque partie a un temps donné pour faire parvenir à l'autre partie et même au juge qui siège au niveau de ces chambres de mise en l'état, ces conclusions ou ces, je dirais, et ces mémoires. Ces mémoires. Donc vous voyez, quand on fait ce circuit vous permet vous aussi, quand vous avez le mémoire de l'autre partie, de donner également vos observations. Donc ce circuit-là fait que ça prend un peu de temps. Ça, c'est comme cela. Et maintenant, quand vous finissez, il faut aller maintenant au niveau de l'audience plénière. Donc, qu'on appelle l'audience publique, c'est là où que tout le monde a l'information de ce qu'une décision vient d'être rendue. Donc ce trajet fait que ça peut prendre du temps. Par contre, lorsque nous sommes en matière de contentieux électoral, la Cour constitutionnelle a 8 jours. À 8 jours. Au regard de l'enjeu. Donc, il y a une certaine célérité. Donc, la Cour ne saurait dépasser 8 jours pour rendre sa décision. Mais dans les autres cas, et de façon habituelle, vous le savez, et nous sommes récurrents devant la Cour depuis plusieurs années déjà, et il y a même des décisions qui ont fait 1 an. Il y a eu des décisions qui ont fait 1 an. Ce qui fait que, même sur cette base, nous avons eu à saisir la Cour africaine pour dire on ne saurait attendre une juridiction qui est habituée à attendre 1 an pour rendre une décision alors qu'il y a urgence. Donc, nous considérons qu'il y a urgence. Donc, par rapport au timing et autres, et c'est peut-être qu'il y a des raisons. Mais je ne pense pas. En 2 mois, je pense que la Cour a essayé de vite aller aussi, Mais quand vous connaissez, ça je le dis, c'est pratique. Vous pouvez aller sur le site de la Cour depuis les juridictions de 93, depuis ceux qui ont siégé en 93 jusqu'à ce jour. La Cour a l'habitude de prendre un peu de temps. Et vous savez, nous avons également saisi la Cour il y a environ 3 mois et notre dossier est là. La Cour n'a pas encore rendu de décision. C'est une question de liberté publique. Donc un peu cela par rapport maintenant à la méthode et au règlement intérieur, et je dirais à la loi organique sur la Cour constitutionnelle elle-même. Donc vous voyez un peu, c'est comme cela ça se passe. Maintenant, il n'y a pas un délai figé. Il n'y a pas un délai figé. C'est en raison du dossier, en raison du traitement. Il y a des fois où la Cour nous relance, par exemple, et que nous ne répondons pas. Parce que nous sommes occupés ou nous ne sommes pas au pays et autres. Non, la Cour reporte encore l'audience. Tout cela fait que ça peut prendre du temps. Mais il faut dire que les gens la décision elle-même. La décision elle-même, il faut l'apprécier, je pense, sur 2 pans. Sur la forme et dans le fond. Sur la forme, il faut dire que déjà, la Cour, en réalité, aurait pu déclarer irrecevable les 3 requêtes. Et je m'explique. Les 3 requêtes, quand on considère la jurisprudence de la Cour, jusqu'avant l'installation de la Cour dirigée par le professeur Joseph Dorbenou, donc depuis juin 2018, lorsque la Cour est saisie sur une affaire où elle a eu à déjà rendre une décision, la Cour dit tout simplement que votre requête est irrecevable. Et ça s'arrête là. Et c'est là le sens des décisions de la Cour sont sans recours. Quand le Constitution dit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne peuvent être susceptibles d'aucun recours, c'est ce que ça veut dire. L'autorité de la chose jugée. On ne revient pas là-dessus. Mais il faut dire que, chemin faisant, en 2018, lorsque la Cour, l'équipe qui est là a été installée, il y a eu ce qu'on pourrait considérer, et ça c'est vrai, un revirement de jurisprudence. Et ça, c'est dans l'affaire Nourdine Saka Saleh, quand il a saisi la Cour pour alléguer un certain nombre de points inconstitutionnels, selon lui, en ce qui concerne la loi sur la criette. Donc, vous voyez les questions de double degré de juridiction, que la Cour a estimé qu'il ne fallait pas répondre et tout ça. La Cour a dit tout simplement que lorsque il s'agit de violation des droits fondamentaux et que l'autorité de la chose jugée tombe, et que alors la requête est recevable. C'est une première. C'est une première. Mais c'est un peu dangereux. Mais heureusement, vous voyez aujourd'hui, parce que la Cour a ouvert une brèche qui aujourd'hui est en train de la rattraper en quelque sorte. Jusque-là, jusqu'au président Olo, je vous dis, dans cette situation, en 2018, la juridiction aurait dû dire tout simplement, puisqu'il y a déjà eu un contrôle de constitutionnalité, vous ne pouvez plus saisir la Cour sur une disposition de cette loi. Donc, requête irrecevable. Ça s'arrête là, point, ça s'arrête là. Mais la Cour l'a reçu en disant que puisque le requérant allègue une violation des droits fondamentaux, donc le double degré de juridiction
elle est habilitée à aller au fond. Et la Cour est allée au fond en écartant toutes les dispositions qu'elle ne devait pas écarter, donc l'article 14.5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait obligation aux États d'instaurer des juridictions où les requérants ou les justiciables peuvent bénéficier d'un doux degré de juridiction. La Cour a estimé que non, qu'en cette matière, elle n'a pas besoin. Et puis elle a fait une analogie terrible en convoquant ce qui se passe au niveau d'elle-même et au niveau de la Haute Cour de justice, ce qui n'est pas le cas. Mais heureusement, nous étions dans ce pays quand la Cour africaine a sifflé la fin de la récréation et on a été obligé d'une façon ou d'une autre de rafistoler les choses pour finir par doter la criette d'un double degré de juridiction. C'est pour vous dire, voilà, là où l'idée de recevoir des requêtes, quand bien même il y a déjà autorité de choses jugées, a démarré. Et aujourd'hui, en recevant les requêtes, la Cour est restée conforme à cette jurisprudence de 2018. Parce qu'elle dit déjà que les questions de droits fondamentaux et autres, on peut recevoir. Donc, les décisions de la Cour sont sans recours, ça devient un peu comme une chanson que vous chantez, mais qui aujourd'hui bénéficie de plusieurs exceptions. Jusqu'avant, ce n'était pas comme ça. C'était tangible, mais bénéficie aujourd'hui de plusieurs exceptions. Et pour ceux qui nous suivent, qui sont habitués aux mécanismes de la Cour constitutionnelle, il ne faut pas confondre ce que la Cour fait lorsqu'elle vous dit, par exemple, que votre requête est irrecevable, mais elle va au fond quand il s'agit de violation des droits humains. Je vous donne un exemple pour me faire clair. Lorsque vous saisissez le juge et que vous n'avez peut-être pas qualité ou qu'il y a eu un défaut dans votre requête, la Cour dit par exemple que vous n'avez pas mis votre adresse ou bien il n'y a pas votre nom ou bien voilà que vous n'avez pas qualité parce que vous n'êtes pas concerné peut-être par ce qui se passe. Mais la Cour dit, considérant qu'il lui est fait obligation de façon constitutionnelle de se prononcer, c'est la nuance, de se prononcer d'office chaque fois qu'il y a violation des droits fondamentaux, alors elle va au fond. Donc, la Constitution donne à la Cour constitutionnelle de se prononcer d'office, et là, c'est lorsqu'elle est saisie en plus. Il faut la saisir. Il faut la saisir, elle vous dit, vous n'avez pas le droit de me saisir, mais puisque c'est une question de droits fondamentaux, moi-même, je mets le manteau et je me prononce. Ce n'est pas à confondre avec ce que la Cour est en train de faire depuis 2018. C'est différent. Et la Cour ayant accepté, donc ça c'est sur la formalité, sur la forme. Vous voyez, ça c'est le premier niveau. Maintenant, il y a une autre préoccupation. La Cour a fait une jonction de procédure. Comment ça? Maintenant, la requête de M. Nourdine Saka Saleh avec les requêtes de M. Amand Bouillon et du docteur Kokodé. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez, il y a des nuances. Quand vous allez au fond, quand vous appréciez réellement les requêtes, vous voyez que ça ne se ressemble pas. Et je pense, je ne suis pas requérant, mais je pense que le requérant NDSS aurait pu peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, aurait pu dire aux sages que ma requête à moi ne répond pas à la même matière que les autres. Ou bien les deux autres auraient pu dire que ce qu'il demande, lui, ne colle pas avec ce que les autres lui demandent. Lui, il demande que la Cour déclare inapplicable la disposition qui porte sur le parrainage. En ce sens que, selon ses arguments, il y a eu un décès au niveau du Parlement. Donc, au niveau du Parlement, nous avons un député suppléant qui a remplacé son titulaire, mais qui, par la suite, malheureusement, nous a quittés. Il estime que le parrainage, on nous a dit qu'il faut avoir 16 élus. Il estime que quand on calcule le nombre de députés ajoutés aux élus, donc les maires, nous avons 160, ce qui est vrai. Mais il dit que, puisque quelqu'un nous a lâchés, et qu'il est allé, il nous a précédés dans l'au-delà, et que nous serons à 149. Et que, normalement, dans l'autre schéma, on devait avoir au moins, voilà, environ 10 candidatures. Et qu'on ne pourrait plus avoir 10 candidatures. Donc, il demande l'inapplicabilité. Ça, c'est différent. Vous voyez un peu? Il demande l'inapplicabilité. Pas l'inconditionnalité, mais l'inapplicabilité. Les deux autres se fondant sur des principes que nous connaissons, qui ont été tirés de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Constitution LM, et même de la jurisprudence de la Cour africaine. Et qui n'est pas seulement les dernières jurisprudences, mais une jurisprudence que j'ai l'habitude de citer ici, l'Arem Tikila. On dit que la participation à la gestion des affaires ne saurait être limitée par des questions de parrainage. On ne saurait contraindre les gens à dire qu'il faut avoir le parrainage de tel parti politique et autres. Et en citant la jurisprudence Tikila, on rappelle tout simplement que la Cour africaine a eu à dire, je pense en 2013 je pense, que vous ne pouvez pas contraindre un individu à être membre d'un parti politique avant de pouvoir aller aux élections, avant de pouvoir participer à la gestion des affaires. Ils en déduisent que, en mettant en place un système appelé parrainage, tel que pensé par nous, parce qu'il faut distinguer aussi au niveau des questions de parrainage, il y en a de diverses sortes. Donc, vous contraignez les gens à aller chercher des parrainages
des hommes politiques qui appartiennent à des partis politiques. Et ils estiment que c'est une violation des droits fondamentaux. Donc, c'est deux choses différentes. Vous voyez? Donc, la Cour a fait une jonction de procédure. Bon, d'accord, ça c'est sur la forme, on maintient. On va au fond. La Cour, après avoir apprécié, estime qu'elle n'est pas compétente pour toucher ces questions de parrainage et d'inapplicabilité. Je vous ai dit, c'est là où on voit qu'une brèche qui a été ouverte en 2018 à travers, je dirais, ce qu'on peut considérer comme le second contrôle de la loi sur la criette est en train de jouer un mauvais tour à la Cour elle-même. Parce que si la Cour était restée dans le schéma classique que nous connaissions, qui se faisait, sur lesquels tout le monde a eu à travailler, qu'il y a eu des travaux scientifiques, dès que la Cour a reçu les 3 requêtes, la Cour dit tout simplement que, considérant telle disposition de la Cour, qui dit, de la Commission qui dit que les décisions de la Cour sont sans recours, vos requêtes sont irrecevables et on s'arrête là. Mais puisque la Cour a ouvert la brèche sans savoir que des années après, quelque chose lui a donné. Donc, dans le fond, la Cour dit, je ne suis pas compétente. Mais ce qu'il faut questionner, la Cour va loin et dit qu'elle n'est compétente que pour apprécier les dispositions de l'article 156, qui porte sur la laïcité de l'État, la forme républicaine de l'État et l'intégrité du territoire national. La déduction faite, c'est que quand il s'agit des autres dispositions, la Cour dit tout simplement que c'est la volonté du peuple souverain et que moi, je ne peux que regarder et je laisse passer. Donc, nous ne sommes plus dans le contrôle de constitutionnalité de la révision, mais nous sommes plutôt dans le contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions tant que ça touche peut-être à l'article 56, aux matières qui ont été précisées dans l'article 56. Mais lorsque peut-être ça touche au mandat, à la prolongation du mandat, lorsque ça touche peut-être à d'autres choses, la Cour dit, tant que ce n'est pas cela, ce n'est pas moi. Mais la conclusion qu'il faut tirer, c'est que la Cour est restée dans une interprétation purement littérale. La Cour est restée dans une interprétation purement littéraire. La Cour est restée dans une interprétation purement linéaire. La Cour est restée dans ce que nous appelons l'ultra-positivisme. La Cour a fait ce qu'on peut qualifier, ça dit, si on devait parler des juristes, on dirait que c'est des puristes du droit. C'est des gens qui vous chantent à longueur de journée que c'est la légalité, c'est la loi. La loi dit, c'est ça. Eux, leur matière, leur compréhension des questions de droit s'arrête à ce que la loi a dit. Or, il faut faire reconnaître que la Constitution, c'est la lettre et l'esprit. C'est la lettre, c'est-à-dire ce qui est écrit noir sur blanc, et l'esprit. C'est tout cela mélangé qu'on appelle Constitution. Et c'est d'où est parti la jurisprudence de 2006, par laquelle le juge constitutionnel d'alors a érigé en principe à valeur constitutionnelle le consensus national. Le principe à valeur constitutionnelle est un principe qui est au-dessus de la Constitution elle-même. Et donc, ce sont des mécanismes, ce sont des protections qui répondent aux obligations de protection des droits fondamentaux, qui répondent aux obligations de protection de la mise en œuvre de l'état de droit et des questions de démocratie. Et donc, ce sont des balises, en fait, que le juge constitutionnel en 2006 a eu à poser. C'est pour vous dire que cette interprétation du juge constitutionnel en 2006 est allée au-delà de l'interprétation ultra-positiviste que je vous dis tout à l'heure, qui fait qu'on dit que parce qu'à l'article 6, il est dit que je dois m'occuper de l'article 156 et que tel que ce n'est pas touché. Un recul en définitive de ce qui vient d'être fait. Vous savez, il faut apprécier. Lorsque vous prenez ce qui se passe, vous vous dites que c'est une jurisprudence. Il faut reconnaître, c'est une jurisprudence. La jurisprudence n'est pas faite pour être éternelle. C'est pour cela que nous parlons de revirement de jurisprudence, de revirement jurisprudentiel. En 2006, on avait quelque chose. Quand les gens sont arrivés, ils ont sauté le consensus national, ils l'ont érigé un impératif constitutionnel, ils disent que pour eux, ce n'est pas... Donc, c'est une jurisprudence. On peut ne pas être d'accord. Et c'est justement dans ma posture à moi, je ne partage pas l'avis du juge constitutionnel. On peut ne pas être d'accord. Mais il faut reconnaître que c'est une jurisprudence. La Cour, en le faisant, est dans une régression. C'est un grave recul. Vous savez, si la Cour se comporte telle qu'elle se comporte, en disant, moi, elle veut rester là et interpréter, voilà, c'est comme ça s'arrête là, je ne fais rien. Nous serons là un jour, et on vous dira que un président NS6 peut faire 20 ans au pouvoir, et après, il fera également 20 ans. La Cour regardera et validera, et vous dira tout simplement que elle n'est compétente que pour se prononcer sur des questions qui touchent à l'intégrité, à la laïcité et à la forme républicaine de l'État. Et quand vous êtes dans cette matière, vous comprenez que c'est un grave recul. Or, je vais vous donner un exemple. Au niveau de la Guinée-Conakry, vous voyez que le juge constitutionnel est allé jusqu'à déclarer inapplicable le principe du parrainage au regard du contexte, sociopolitique et même juridique du pays. Et quand vous prenez même au niveau de son homologue sud-africain,
Mais c'est un activisme terrible. Le juge constitutionnel sud-africain, aujourd'hui, bon, c'est vrai, on va comparer, le Bénin aussi a fait des avancées, le Bénin est une référence, en tout cas, jusqu'avant. Mais le juge constitutionnel sud-africain a eu à rendre des décisions où il a frappé, et ça c'est devenu une référence aujourd'hui dans le monde. Le juge, il va loin. Il va très loin pour dire non, à tel niveau, on ne peut pas faire ci. Et vous verrez même que vous pouvez même questionner le juge constitutionnel malien et autres. Vous verrez qu'en des matières, le juge sort de ce qui est écrit pour dire, compte tenu des principes de l'état de droit, lui, il est non seulement gardien de la Constitution, mais il est également l'organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République. Et il est celui-là qui est gardien des droits fondamentaux. Toutes choses qui sont au-dessus de ce qu'on pourrait considérer. En disant que c'est une question de volonté souveraine du peuple, il se pose un problème. Même le problème, je pense peut-être que vous allez me retourner la question, on pourra aller au fond pour apprécier au niveau de la légitimité de ce que nous appelons aujourd'hui pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. On appréciera forcément. Eh bien, c'est juste une petite question, comme on dit, pour comprendre la lecture qu'on pourrait avoir d'aplomb sur la question. Et le juriste qui nous fait voyager, j'espère que vous avez aimé. Alors, quelles pourraient être, en définitive, les implications, tant sur le plan politique que juridique? En tout cas, c'est ce qui nous réunit. Alors, M. Anagonu, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'implication? Comme je le disais, évidemment, le temps a permis à mon vis-à-vis de la compte de... Prenez votre temps, y aller à fond. Non, j'aurais pu dire, j'aurais voulu avoir un homme politique devant moi que d'avoir un juriste devant moi et qu'il pourrait étaler ses talents de juriste pour apprécier et désapprécier ce que d'autres pourront... l'objet, la matière sur laquelle nous pourrons faire notre exercice. Ce que je voudrais quand même qu'on retienne. Vous avez vu, il a parlé des avancées, des regrets, des erreurs, des régressions, des erreurs de jurisprudence. Ce qu'il faut retenir, c'est que la démocratie n'est pas un acquis définitif. La démocratie, c'est un apprentissage. Et il faudrait qu'avec le temps, avec ce que nous faisons, ce que nous rectifions et ce que nous envisageons, nous puissions être perpétuellement à la recherche de la perfection démocratique. Et donc, si nous considérons ça, vous avez vu les partis depuis 2006, les différents cours qui sont succédés, une fois, oui, certainement a fait quelque chose qui est devenu jurisprudence qu'une autre est venue défaire. Je me rappelle effectivement en 2018, lorsque ces questions avec Saka Saleh étaient venues, où les gens ont dit « Ah, la Cour vient de faire un pas très dangereux qui pourrait nous compliquer la vie à l'avenir et tout ». Politiquement, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons une échéance électorale en vue. Et des gens posent des questions, des gens ont amené devant la Cour des problèmes liés à cette échéance-là. La responsabilité revient à la Cour de travailler dans une certaine célérité pour vite donner la réponse qu'il faut. Et lorsque nous rentrons dans ce qu'ils appellent l'autorité de la chose jugée, la Cour a déjà donné un avis. La Cour a déjà jugé la conformité de la Constitution, a déjà jugé de la constitutionnalité, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, de la Constitution de 2019. La Cour a validé, la Cour a donné son avis là-dessus. Et les éléments dont on parle aujourd'hui sont des éléments qui sont sortis de la même Constitution. Je prends le premier élément, l'inapplicabilité de la loi. L'argument qui est avancé, c'est que nous avons maintenant 82 députés. Et comme nous avons 82 députés, on ne pourra plus parrainer, je pense, 10 candidats en ce moment-là. Et nulle part, ils le savent les juristes, c'est écrit que nous devons avoir 10 candidats, nécessairement. Parce que l'idée politique était que ce qui se passait avant ressemblait à une pagaille, où on peut avoir 45, 30 candidats pour les élections présidentielles. Il y en a qui revenaient de Paris avec leur sac au dos et qui allaient à la Cour et à la Sénat pour déposer leur dossier. Cela faisait un spectacle désolant. Donc, on a pensé que le constituant, si je peux ainsi, a pensé qu'on peut réglementer tout ça. Vous savez, à chaque moment qu'on donne des réglementations, il y a toujours discrimination. À chaque moment. Lorsque nous disons qu'il faut fixer des règles pour pouvoir entrer normalement dans ce qu'on veut faire et que cela puisse avoir une dimension humaine, il y a toujours une discrimination. D'accord? La Cour alors, la Constitution a alors arrêté ce parrainage-là, mais le calcul d'aller jusqu'à dire nous devons avoir
10 candidats, à mon avis, un faux calcul, qui n'a pas d'implication correcte en politique. Parce que nous pouvons avoir les 160 élus qui allaient parrainer les gens, et pourtant, peut-être que 5 personnes auront voulu être candidats, et nous allons parrainer que les 5. Donc, rien ne nous oblige quelque part à parrainer 10. C'est pourquoi l'argumentation qui va vers l'inapplicabilité me choque, m'étonne. J'ai dit, mais comme on le dit souvent, tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Et vous pouvez être d'accord avec moi quand on dit on ne doit pas laisser, on ne doit pas donner des règles discriminatoires par rapport à la candidature, par rapport à une candidature. C'est faux. Même quand vous allez aux examens, on peut dire celui qui a plus de 25 ans ne peut plus y aller. C'est toujours discriminatoire. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir tamiser. C'est ce qu'il faut pour pouvoir sélectionner. Et donc, pour les élections présidentielles, on a retenu le parrainage, mais on n'a pas dit on doit avoir nécessairement tel nombre de candidatures. Et les députés 82 qui sont restés, la Constitution leur permet de continuer de légiférer jusqu'à la fin de leur mandature. Donc, s'ils peuvent légiférer jusqu'à la fin de leur mandature, c'est qu'ils nous représentent valablement. Et moi, j'ai dit, il y a un problème au niveau des requérants. C'est qu'il y en a qui ne veulent pas reconnaître la Constitution modifiée de 2019. Et ça, ce serait une erreur. Et c'est ça aussi, comme vous le dites souvent, une jurisprudence très grave, une Constitution. C'est une jurisprudence, parce que... Oui, mais si aujourd'hui... Il n'y a pas que... Non, oui, non, mais il n'y a pas que. Il y a une portion importante, certainement, de la population qui pense comme eux. Mais une fois que la loi est... Au-delà des personnes, il semble qu'il y a une décision, non? Oui, non, mais ce que je dis... Est-ce qu'il faut l'occulter? Vous avez souri. La Constitution a été promulguée. D'accord? À partir du moment où elle est promulguée, elle devient notre Constitution. Parce que certains ont envie encore de se retourner en arrière pour parler de la... Non, aujourd'hui... Comme l'a dit votre vis-à-vis tout à l'heure, ceux-là, en faisant la démarche, n'ont pas perdu de vue une décision dans ce sens-là, qui demandait... Oui, certains vous diront qu'on avait envie de piéger la Cour, en quelque sorte. C'est pourquoi il a développé pour dire, la Cour pouvait dire simplement, les requêtes sont irrecevables. Et personne ne dira rien. D'accord? Les requêtes sont irrecevables. Et cette pédagogie qu'a appliquée la Cour, en disant, je regarde, mais enfin, je viens dire, je ne suis pas compétent pour aller au fond de vos requêtes. C'est ce que la Cour a dit. Je laisse cette appréciation aux juristes. Mais moi, je parle de socialement ce que cela implique. Okay. Lorsque j'ai entendu quelqu'un ici dire, la Cour vient de déclarer aux Béninois, je ne peux plus, je vous laisse à vous-même. Lorsqu'on dit ça, qu'est-ce qu'on voudrait? Non, on ne parle pas de voudrait. Comme on l'a dit, nous parlons des conséquences vraiment politiques. Oui, c'est ce que j'ai dit. Regarde, lorsque vous dites... Parce que vous rabattez sur la posture du requérant, pour être plus précis. Non, je vois les implications politiques de ce qu'il a dit. Lorsqu'on dit le peuple est laissé à lui-même... Non, ce que la Cour a fait, et non de ce que l'autre a dit. Lui, c'est son regard, et vous, votre regard. Non, c'est des commentaires qui sont passés ici, et que si on n'explique pas plus, ceux qui ont entendu sommairement ce qui a été dit ne vont pas comprendre. C'est pour ça, mon rôle aussi, de dire, il y a eu la possibilité que la Cour se déclare incompétente existe aussi. Le juriste me le dira. La possibilité que la Cour déclare aussi que votre truc là est irrecevable existe aussi. C'est dans la loi organique de la Cour. Donc, lorsque la Cour dit, sur une question donnée, je ne suis pas compétente, cela ne veut pas dire que la Cour a laissé le peuple à lui-même. Parce que lorsque vous laissez le peuple à lui-même, ce que ça implique politiquement, c'est que vous appelez le peuple à la rue. Vous appelez le peuple à la rue. Votre vis-à-vis disait tout à l'heure qu'avec cette option prise par la Cour au travers de cette décision, parce que demain, il peut y arriver qu'il y en a qui disent, bon, ok, à la fin de ce mandat, il faut bien qu'on fasse 5 ans en plus. Cette Cour, dans sa posture, risque de dire, eh bien ça, je ne peux pas juger parce que l'intégrité territoriale n'est pas touchée. Vous savez, lorsque une Cour va commencer par donner des décisions qui ne vont pas rencontrer l'assentiment du peuple, personne ne le dira. Le peuple dira à un moment donné, stop, et on passe à autre chose. C'est déjà arrivé. Non, mais c'est déjà arrivé. Mais je voudrais dire, dans le cas précis, est-ce que parce que la Cour a dit, je ne suis pas compétent pour juger une question telle, est-ce que ça signifie que désormais, le citoyen béninois n'a plus à qui se plaindre? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Celui-ci vient de dire, sur certains sujets, décidément,
c'est que le citoyen est laissé à lui-même. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ce que j'ai dit, non, le citoyen n'est pas laissé à lui-même. Le citoyen n'est pas laissé à lui-même. À partir du moment alors, pour ceux-là qui pensent ça, qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que les citoyens devraient faire dans ces cas-là? Ça risque aussi d'arriver. Je leur dis de considérer que nous sommes en un apprentissage et que nous puissions faire des erreurs. Jusqu'au jour, en 86, que le juge constitutionnel a érigé le truc là, en principe, à valeur constitutionnelle, le consensus à valeur constitutionnelle, on ne disait pas ça avant. Oui. D'accord? Mais après, quand c'est venu, nous avons vu que ça peut nous arranger. Ça peut être ça peut être une bonne chose pour la démocratie. Nous avons continué. D'accord? Lorsqu'on a parlé dans ce pays pour dire 39 ans et quelques ça équivaut à 40 ans, nous avons tous crié. D'accord? Pour dire ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas constitutionnel. Et puis il est arrivé que le juge revienne là-dessus pour clarifier les choses. Ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, c'est aussi des êtres comme, c'est des gens comme nous. Et ils sont capables de faire des erreurs. Et ces erreurs-là, nous devons en parler. Mais dire que une fois que la Cour a dit, je ne suis pas compétent, que la Cour a livré le peuple à lui-même, je voudrais dire non. C'est ça, d'abord. Vous pensez-vous que, sur l'essentiel, la Cour a fait une erreur? Je laisse cette appréciation. Si vous me demandez... Non, le politique. Vous me dites que la Cour a fait une erreur politique, je dis non. Je vous dis, politiquement, ce que la Cour vient de dire nous permet de continuer, de ne pas être bloqué. En définitive, ce que les gens doivent retenir, c'est quoi? En tout cas, ce que les gens doivent retenir, c'est que la Constitution a retenu le parrainage, d'accord? Et que la Constitution n'a jamais dit il faut avoir nécessairement 10 candidats. Jamais. C'est vrai, si c'était ça, en avoir plus, c'est anticonstitutionnel, et en avoir moins, c'est anticonstitutionnel. C'est pas ça la question du tout. Okay. Et que la Constitution aussi n'a pas dit qu'à partir du moment où un député a moyen qu'il en reste 80, le reste n'a plus de valeur. Le reste n'est plus légitime. C'est faux aussi, ça. Donc, pour les autres questions, la question de prolongation du mandat du président de la République. Avant la question de prorogation, si vous permettez, j'imagine que votre vis-à-vis doit avoir des éléments. Le regard politique est suffisant pour que la quiétude soit une réalité. Je pense qu'il me serait difficile de me prononcer sur le regard politique. Et vous savez, il a dit tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit un débat entre deux politiques. Je voudrais dire ici que j'ai insisté sur cela pour que ce soit un politique et plutôt un juriste, un technicien qui soit en face. J'ai insisté parce que je ne me vois pas venir faire un débat avec les politiques. Du côté politique. Okay. On apprécie alors le regard du juriste. Moi, je reviens juste pour dire que, comme il l'a rappelé, en 2018, lorsque la Cour constitutionnelle a eu à rendre cette décision dont j'ai fait cas sur la Criette, je l'ai dit, c'était un séisme constitutionnel. Quand vous tapez, c'est sur Google. Je l'ai dit à l'époque, en 2018. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Donc, quand on l'a dit en 2018, on a été mal vus. Nous avons été mal vus. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dedans. Donc, on nous aurait suivis, qu'on ne serait pas là. Mais nous sommes dedans. Mais, lorsque vous appréciez, je voudrais que l'on ne puisse pas apprécier juste les questions d'inapplicabilité et autres. Je vous ai dit qu'il y a des questions de droits fondamentaux. Il y a des questions où les requérants ont dit, puisque ce n'est pas un seul requérant, ce n'est pas seulement M. Nourdine Saka Saleh. J'ai l'impression que c'est à lui que vous vous adressez. Non, mais il y a le docteur Kokodé, et puis il y a M. Amon Bouillon, qui d'ailleurs, est un requérant infatigable devant la Cour constitutionnelle. Ah, d'accord. Ah ouais. Donc, c'est ça qu'il faut apprécier. Les gens ont dit que le parrainage tel que pensé, et au regard du contexte politique qui a prévalu à l'installation du Parlement qui est là, qui, par la force de choses, est devenu, depuis le 1er novembre, le pouvoir constitutionnel dérivé, il se pose un problème quant à la possibilité aux citoyens de pouvoir aller aux élections présidentielles. Oui, monsieur Adelakoun, je voudrais, parce que le développement était long tout à l'heure, je voudrais quand même que... Est-ce qu'à partir du moment où on a retenu le parrainage lui-même, est-ce lui qui est anticonstitutionnel ou le contexte politique qui a précédé? Parce que vous venez de dire ça. Est-ce que c'est le parrainage qui est anticonstitutionnel ou le contexte politique qui a précédé fait que le parrainage n'est pas applicable? Je pense que cette question doit être posée au juge constitutionnel. Bon, pas à moi. Moi, j'apprécie, je continue. Je voudrais rappeler que en 2006, pour le dire, en 2006, lorsqu'il a été question de rendre la décision sur le consensus national, des députés de ce pays ont pensé qu'ils pouvaient rallonger leur mandat et profiter de certains avantages. Et le juge constitutionnel leur a dit qu'ils doivent prouver la capacité à faire entrer d'autres recettes qui pourraient couvrir ce qu'ils veulent créer.
Et que rallonger le mandat était inconstitutionnel. Et ça, nous étions dans une révision constitutionnelle. Et non, il faudrait que les gens ne perdent pas la mémoire dans ce pays. Non, c'est triste, il ne faudrait pas. En 2006, nous étions en plein pied dans une révision constitutionnelle. Le juge constitutionnel a dit, vous, députés à l'Assemblée nationale, donc pouvoir constitutionnel dérivé, vous qui avez fait la modification, c'est-à-dire vous qui avez fait la révision constitutionnelle, vous ne pouvez pas augmenter votre mandat. Parce que les gens voulaient aller à 5 ans au lieu de 4 ans. Le juge a dit, vous ne pouvez pas. Mais dites-moi, quelle disposition a dit par exemple au juge constitutionnel d'alors d'aller se prononcer sur le fait que des députés, des parlementaires veulent ajouter à leur mandat? Non, il serait resté dans la logique du juge actuel, c'est-à-dire environ 14 ans ou 15 ans après, pour dire, non, moi, la Constitution m'a dit de me focaliser sur l'article 156 qui parle de laïcité, de forme républicaine et d'intégrité. Tant que ça ne touche pas à ces domaines-là, je n'interviens pas, je regarde et puis je dis, contrôle de conformité, ça passe. Donc c'est ce qu'il faut rappeler. Il faut rappeler aux gens que ce n'est pas la première fois où on rend des décisions sur des révisions de constitution dans ce pays. Non, ce qui s'est passé, je le dis, et j'apprécie, je dis, on aura certainement le temps de revenir avec un juriste pour mieux en parler, et là ce serait peut-être plus technique, mais parce que je ne vais pas trop gêner le doyen. Mais vous savez, pour le bien de ceux qui nous suivent, on ne peut pas rendre des décisions telles qu'on est en train de rendre une décision pareille. Je vous ai dit, il faut tenir compte, le juge tient compte de l'esprit. Et vous allez voir en 2006, lorsque vous questionnez individuellement les juges qui quand même ont siégé au niveau de cette cour, vous verrez que c'est des gens qui ont joué un grand rôle dans la conférence nationale. Alors, implication, disions-nous, parce que c'est un débat qui se fera en plusieurs plateaux, je vous rassure. Alors, en termes d'implication sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ah, ben, sur le plan juridique, c'est que la Cour vient de nous dire tout simplement que dès lors qu'il y a contrôle de constitutionnalité d'une révision, elle peut recevoir les requêtes. Il faut relever cela comme une leçon. Elle peut recevoir les requêtes, donc on peut la saisir. Si on modifie encore la Constitution demain et que la Cour rend sa décision pour dire c'est conforme à la Constitution, le lendemain ou une semaine après, on peut la saisir. Elle va recevoir, elle va déclarer les requêtes recevables. C'est la première leçon. La seconde leçon, c'est que tant que ça ne touche pas les dispositions dont on a parlé, la Cour vous dira qu'elle n'est pas compétente. Du coup, le problème que ça pose, c'est un problème d'insécurité juridique. Vous avez, là, vous êtes en face d'un juge constitutionnel qui essaie de fuir ses responsabilités, ses prérogatives, qui se confine dans ce que lui, il pense, de sa manière à elle, ou la Cour constitutionnelle, de sa manière à elle d'interpréter les dispositions de la Constitution. La Cour constitutionnelle dit tout simplement que moi, je suis désormais dans un service à minima, voilà, un service minimum, je ne me mêle pas du contenu, c'est ce que ça veut dire. Donc la Cour a fait un contrôle de constitutionnalité en laissant de côté le contenu de la Constitution. Elle s'est attardée, elle s'est focalisée sur la procédure au niveau de l'Assemblée nationale et sur le respect de l'article 156. Tant que ces deux questions ont été respectées, tout le reste ne concerne pas la Cour constitutionnelle. Finalement, vous êtes à même de vous demander quel est le rôle du juge constitutionnel ou quel est le rôle du juge constitutionnel africain. Je vous ai dit. Quand vous posez cette question, parce que beaucoup se la posent, vous répondez quoi? Mais le rôle du juge constitutionnel africain, c'est d'aller au-delà de l'interprétation que nous sommes en train d'avoir. C'est de ne pas interpréter la Constitution telle que l'auraient fait des géographes, telle que l'auraient fait des sociologues, telle que l'auraient fait des psychologues ou telle que l'auraient fait des gens qui ont eu peut-être le bac, le master dans d'autres domaines, les ingénieurs et autres. Non. Le juge constitutionnel interprète la Constitution telle que l'aurait fait un juge constitutionnel, tel que l'aurait fait un constitutionnaliste, un juriste. Est-ce à dire que le profil des hommes qui animent cette juridiction aujourd'hui joue contre eux? Malheureusement, je pense que ça peut être une appréciation subjective. Subjective, mais utile. C'est ça. Utile en ce sens que l'on a l'impression, je dis bien l'impression, que les décisions qui sont rendues sont l'œuvre d'une seule et une personne. C'est l'impression que nous avons. Seule et une personne, vous voyez qui? Ben, je ne sais pas. Les gens nous suivent. Chacun pourra avoir son idée, voir qui ça peut être. Mais on a l'impression que c'est une seule personne qui rend les décisions et puis les autres, ils sont là et puis ils accompagnent le mouvement. Parce que quand vous êtes entre juristes, non, le droit, ce n'est pas quelque chose où on se lève, on rend des décisions telles qu'on rend des décisions du genre, ce n'est pas bien. Vous savez, il faut apprécier, dit, si on avait une cour constitutionnelle qui était composée de juristes de haut rang, il y a des juristes dans ce pays, qu'ils soient, pour ceux qui sont politiques, qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance, qui, dans leur poste de juge constitutionnel,
aurait rendu un grand service à la qualité des décisions du juge constitutionnel. Et je pense que le juge constitutionnel béninois n'est pas sans savoir qu'il y a eu des travaux sur la qualité du travail du juge constitutionnel. Mais je pense que, et je voudrais insister, et le dis ici ouvertement, que j'espère que nous aurons l'occasion de venir ici en face d'un juriste. Ne vous en faites pas, c'est promis, indisponibilité oblige, on a composé le plateau, comme on vous le sait, mais on reviendra sur la question. Alors on parle d'implication sur cette question. Moi je dis, la décision que vient de rendre la Cour constitutionnelle nous permet l'implication politique qui s'ensuit, c'est que nous irons tranquillement aux élections présidentielles. Tranquillement. Nous irons tranquillement aux élections présidentielles. Et les remous que vous observez actuellement, ça ne doit pas inquiéter? Non, justement, non, ce que je veux, c'est si le juge constitutionnel, il peut être médiocre, il peut être tout ce qu'il vient de dire Angelo, mais c'est le fétiche qu'on s'est donné. D'accord. Vous rappelez une célèbre phrase là de l'autre qui parle de ses partenaires. Non, peu importe la qualité. Je ne sais pas ce que vous paraphrasez là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous arrivons devant des échéances prises électorales et nous ne devons pas les rater. Parce que je l'ai souvent dit ici, si nous les ratons, nous rentrons dans l'inconnu et tout peut arriver. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a, c'est que chacun devrait s'atteler à appliquer ce que la loi dit, ce que la loi actuelle dit. Et la Constitution, je pense que M. Lacombe l'a dit ici une fois, on a modifié la Constitution de 90 en 2019. Cette Constitution modifiée devait aussi faire son chemin pour nous donner la preuve de ce qu'il faut. Parce que le constitutionnaliste aussi n'est pas naïf lorsqu'il a parlé de la composition de la Cour constitutionnelle, d'accord? Laissez seulement les juristes y aller, peut-être que ça va amener d'autres difficultés, d'accord? Il faudrait des gens qui ont d'autres visions, qui leur apportent des éclaircissements qui permettent d'avancer. Par la décision qui fait débattre. Si vous devez répondre à cette question, à qui profite cette décision-là? Non, la décision profite aux Béninois. Cette décision permet aux Béninois d'aller de l'avant, de ne pas être bloqués dans leur élan, d'accord? Et à tout moment, qu'on a constitué la Cour constitutionnelle depuis le début, il y a toujours eu des décisions qui ont été contestées. Rappelez-vous, avec le président Soglo dans ce pays, ça a été contesté jusqu'à la fin, d'accord? Mais on est resté dedans. Vous avez parlé de la décision de 98, de 2006, et c'est comme ça que, c'est pourquoi je dis souvent, qu'ils me le permettent, que les juristes ont pour rôle de nous embrouiller. Alors, et pour les acteurs politiques qui sont braqués, qu'avez-vous à leur dire? Et ça va être non, je voudrais dire aux acteurs politiques que rien n'est pas fait nulle part. Rien n'est pas fait nulle part. Et que ce que nous essayons de faire dans la société, c'est d'ajuster les choses, c'est de nous arranger de manière que la société reste équilibre, que la société puisse avancer. Ce qui est sûr, ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. J'ai entendu votre invité la dernière fois dire, quand les gens deviennent politiques, et il est allé même jusqu'à remercier le président Talon pour dire, il a permis de connaître que certains sont réellement. Demain, ça permettra aussi de savoir ce que ceux d'aujourd'hui, ils sont réellement. Votre conclusion? Donc ce que nous allons faire, c'est de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle parce que ça nous permet de garder un certain équilibre et d'avoir des perspectives. Si nous ne faisons pas ça, nous allons jeter le pays dans un inconnu et tout peut arriver en ce moment-là. J'ai appris, on a dit ici, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi des morts au Bénin, il y a eu des morts un peu partout. Nous ne voudrions plus ça. Suivons la décision rendue par la Cour constitutionnelle et demain une autre Cour viendra dire autre chose et ce qui est facile aujourd'hui va devenir jurisprudence. Merci beaucoup. Oui, l'homme de droit, pour conclure. Pour conclure, je voudrais juste rappeler qu'il est dans l'ordre normal des choses que les décisions des juridictions puissent faire objet de débat. Nous n'avons pas obligation de regarder dans la même direction et c'est d'ailleurs pour cela que nous insistons et que nous sommes là. Et donc, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que, heureusement ou malheureusement, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, bien évidemment, mais s'imposent à tout le monde, à tous les organes publics ou même non publics donc. Et je pense que nous sommes obligés de nous conformer et malgré nous, aux décisions de la Cour constitutionnelle et puis aller de l'avant. Mais je voudrais insister que l'on puisse avoir l'occasion de venir en discuter plus profondément avec d'autres juristes. Dès qu'ils sont disponibles, ce sera fait. Promesse faite chez téléspectateurs et un débat entre politiques aussi se fera. Jean-Jacques Rousseau, pour prendre congé de vous, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Prenez soin de vous. À très bientôt.